Yo tout le monde, salut à tous, c'est TG et bienvenue pour un 5e numéro de F1 Review sur Formula Wrestling. On se retrouve donc pour ce 5e numéro, et oui déjà 5e, de F1 Review sur le week-end de course du Grand Prix d'Espagne. Alors, le circuit du Grand Prix d'Espagne, eh bien on va en parler tout de suite. Il s'agit bien évidemment du circuit de Barcelona-Catalunya. Le circuit présent donc en Catalogne, près de Barcelone, il me semble que c'est tout au nord, un petit peu plus au nord-ouest de la ville de Barcelone. C'est donc un Grand Prix qui a vu sa première édition en 1913 pour le Grand Prix d'Espagne. Il avait été utilisé d'ailleurs à un autre circuit pour le Grand Prix d'Espagne. Il s'agissait du circuit de Jerez de la Frontera, si je ne dis pas de bêtises, le circuit de Jerez qui était d'ailleurs très utilisé jusqu'à 1991, puisque l'édition du Grand Prix d'Espagne telle qu'on la connaît donc en Catalogne, à Barcelone, elle est moderne, elle est de 1991, circuit d'ailleurs que vous allez voir à présent à l'image. Donc a vu sa première édition en 1991, il a été modifié en 2007. Vous le verrez d'ailleurs avec ce petit trait qui va apparaître juste à l'écran. Cette partie du circuit qui fait partie justement du dernier secteur juste avant la grande ligne droite d'arrivée, on lui a rajouté une chicane, on a modifié ce virage. Pourquoi? Parce qu'on a jugé que les monoplaces allaient beaucoup trop vite et que vu qu'elles s'étaient améliorées au niveau aérodynamique, pour des raisons de sécurité, il a été décidé de rajouter une chicane pour ralentir les monoplaces juste avant la ligne d'arrivée. Donc c'est un circuit de 4 km 655 pour 16 virages et une distance de course totale donc de 307,104 km. Donc voilà, c'est un circuit qu'on peut dire très technique, puisque c'est un circuit qui dès le premier virage soumet le pilote déjà à quelques erreurs de pilotage, et on en a vu pendant le Grand Prix. Donc premier virage avec les monoplaces actuelles en quatrième, on tourne à droite juste avant le petit virage en C, donc on tourne en quatrième, et puis dès qu'on essaie de redresser le volant vers la droite, on réappuie à fond sur ce deuxième virage. Et sur ce deuxième virage, particularité intéressante, c'est qu'après avoir réaccéléré à l'entrée de ce virage, il faut ralentir dès qu'on arrive en sixième, il faut ralentir légèrement les gaz pour laisser autant à la monoplace de se redresser sur la piste, et puis ensuite de finir ce deuxième virage pour enchaîner ensuite vers la deuxième partie du circuit et vers la fin du premier secteur. Alors voilà, c'est un circuit donc qui est très technique, comme je l'ai dit, de par ses virages très difficiles, notamment au dernier secteur, comme on a pu le voir d'ailleurs, on en parlera plus tard, de cette double chicane qui a poussé à la faute un pilote. Donc voilà, un circuit rempli de virages techniques, qui n'a qu'une seule ligne droite vraiment grande, donc c'est la ligne droite des stands, et donc c'est un circuit qui favorise l'aéro, et en ce sens ça va être intéressant de pouvoir un peu parler de ça. Donc on va parler tout d'abord des records du tour en piste. Le record du tour en piste à l'heure actuelle, il est détenu par Kimi Raikkonen sur Ferrari. Alors une 21.670 pour le pilote Ferrari, à l'époque avec la F2008. Pour information, celui de 2017, celui de 2017, il est détenu par Lewis Hamilton, une 23.593, donc chez Mercedes. Voilà, donc le record du tour de 2017 n'est pas aussi rapide que celui de 2008, et pour une raison. Les monoplaces de 2017, comme je l'ai dit précédemment dans mes vidéos, si vous me suivez, sont parmi les plus rapides du monde actuellement, mais elles n'ont pas réussi à battre ce record de la Ferrari 2008, tout simplement parce que les règles ont changé depuis.
ceux qui suivent la Formule 1 le savent maintenant, il y a la règle du aucun arrêt au stand pour l'arrêt ravitaillement, donc les seuls arrêts au stand prévus sont pour changer des pneus, et donc le fait d'utiliser un plein d'essence sur toute la course, puis le fait que les pneus utilisés soient souvent des pneus déjà un peu usés, ça rend les voitures un peu plus lentes, et de ce fait le record du tour il est très difficile à atteindre, même si les monoplaces elles y arriveraient facilement, puisque justement le record du tour de 2017, vous le voyez là à l'écran, là le record de la pole position 2017, je vous la montre tout de suite, une 19,149 pour Lewis Hamilton sur Mercedes, donc voilà, le record du tour en piste il est largement battu en pole position, parce que c'est des monoplaces qui sont effectivement beaucoup plus rapides, mais voilà, c'est l'adversité, l'effet de course, et les règles qui rendent ces voitures un peu plus lentes en course. Voilà, la pole position 2018, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, elle est aussi détenue par Lewis Hamilton sur Mercedes, une 16,173, donc vous voyez, un gain de presque 3 secondes. Et ce gain de 3 secondes, il n'est pas dû à une augmentation de la performance, des performances de la Mercedes, même si oui, il y a eu une amélioration, c'est parce que, pour ceux qui le savent, il y a eu un resurfaçage du circuit. Donc un surfaçage, qu'est-ce que c'est ? La surface de l'entièreté du circuit a été regoudronnée à nouveau pour avoir une asphalte toute neuve, et donc ça a facilité à la fois l'adhérence et le grip de la voiture, et donc ça a permis de faire des temps un peu plus élevés. Et là vous le voyez, la pole de 2018, une 16,173, alors que les monoplaces sont à peine plus rapides que l'année dernière, et que le halo, qui est cette année une nouveauté, il rajoute du poids et il ralentit les monoplaces, il faut le dire. Les pneus alloués pour ce week-end donc il y a eu 3 types de pneus, mais il y a eu une polémique d'ailleurs sur ça. Donc les pneus alloués pour ce week-end, c'était les pneus soft, super soft et medium. Donc soft, ce sont les pneus à rayures jaunes, super soft les pneus à rayures rouges, et les pneus medium ceux avec la rayure blanche. Il y a eu une polémique puisque Pirelli avait annoncé en début de saison les pneus qu'ils avaient alloués pour chaque week-end. Il y a eu donc une série de pneus qui étaient alloués pour ce week-end. Il s'agissait, il me semble, des pneus soft, super soft et pneus médium, ou super soft et pneus médium, je ne sais plus. Il n'y avait que 2 pneus alloués, et puis il a été décidé au dernier moment de rajouter un troisième, et de changer je ne sais plus quel composé encore des pneus de chez Pirelli. Ça a créé une polémique, notamment du côté de chez Ferrari, où on s'est plaint de ce changement brusque des pneus disponibles, et que ça pouvait favoriser Mercedes, alors que pas du tout, ça ne favorisait nullement Mercedes. Mercedes a toujours les problèmes qu'ils ont eu avec leurs pneus, on l'a vu d'ailleurs en début de saison, et on le verra dans d'autres courses, parce que la température, la météo jouait aussi d'ailleurs un rôle sur l'usure des pneus, et peut-être aussi que du coup la météo nous a un peu gommé certains défauts d'usure des pneus de certaines monoplaces. Donc voilà, les pneus, il y en avait 3 sortes, alors qu'il ne devait y en avoir initialement que 2, et donc ça commence déjà avec une petite polémique. Alors on va se dire, pour commencer, on va parler de la qualification. On va se dire, oui, cette polémique va permettre à Mercedes de dominer tout et tout le monde. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on pense. Donc là, on arrive aux qualifications. Et que se passe-t-il en qualification ? Il y en a une première ligne 100% Mercedes. Lewis Hamilton en pole position. Le temps, je l'ai déjà annoncé, une 16,173, suivi par Valtteri Bottas. Donc voilà, une première ligne Mercedes. On va dire que c'est logique. On va dire que c'est logique dans le sens où Mercedes est quand même la voiture la plus rapide, mais il y a un mais. Les Ferrari sont pas très loin derrière, donc un dixième entre les Sébastien Vettel 3ème et Lewis Hamilton. Donc voilà, c'est un souffle. Kimi Raikkonen 4ème est à 4 dixièmes. Donc voilà, dans les 5 dixièmes, on a les 4 premiers. Donc c'est pas une domination totale de Mercedes au niveau du temps, même s'ils occupent la première ligne. Ils reprennent d'ailleurs la pole position pour la première fois depuis l'Australie, et ils mettent fin à un long règne de 3 pole positions consécutives pour Ferrari et pour Sébastien Vettel, qui est la première fois depuis l'ère hybride que Mercedes n'avait pas réussi à faire, la première fois depuis le début de l'ère hybride que Mercedes n'avait pas été battue 3 fois d'affilée. Donc voilà, ils ont mis un terme à cette losing streak.
Et eh bien, Ferrari suit derrière. On voit que Red Bull a le rythme, hein. Max Verstappen 5ème et Ricciardo 6ème. Ils sont à 6 dixièmes de la pole position, les deux, séparés pour seulement 2 millièmes de seconde. Donc voilà, Red Bull est dans le rythme. Puis, juste derrière, eh ben, on a 4 dixièmes de la Red Bull, on a les As, et puis Fernando Alonso qui réussit une 8ème place. Donc Fernando Alonso, on espérait un peu plus quand même de lui, malgré les nouvelles mises à jour sur la monoplace de la McLaren, donc avec la Spec B dont on avait parlé. Une 11ème place pour Van Dorn, on va dire que c'est un bilan mitigé pour McLaren, hein. Une 8ème place pour Alonso, clairement on pouvait s'attendre à une 7ème place ou une 6ème place, en tout cas... à une lutte entre McLaren et Red Bull. Et puis là en qualification, hein, Fernando Alonso est à 1 seconde 5 de la pole, soit à 6 dixièmes de la Red Bull de Daniel Ricciardo. Donc il y a eu des améliorations, mais elles ne sont pas encore assez significatives. Et voilà. Et on a eu donc quelques informations encore sur cette course. Hartley qui n'a pas pu participer à cause d'un crash en essai libre. Et puis on a eu Lance Stroll qui en Q1, eh bien, il s'est planté lors du dernier virage, donc, à ce que j'avais dit au tout début de la vidéo, dans ce double virage juste avant la ligne d'arrivée. Avec les deux chicanes qui sont très proches. Donc sur ce double virage, Stroll a perdu le contrôle de sa monoplace et il a fini par s'encastrer dans le mur. Et donc c'était une très mauvaise séance de qualification pour Williams. Sergei Sirotkin donc 18ème et Lance Stroll 19ème. Très 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 mauvaise séance de qualification, tout comme un essai libre. Lance Stroll a signé un temps en qualification à 4 secondes de la pole position. C'est très très douloureux pour une écurie qui a été championne du monde il y a plus de 20 ans, comme Williams, une écurie qui a de l'expérience en Formule 1 et voilà, c'est très 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 difficile à voir ça, très très difficile à voir. Et donc ce sera tout pour ces qualifications. On va donc passer au débrief de course. Et donc pour ces débriefs de course, eh bien, on va commencer par parler d'ailleurs de la météo. Alors, il y a un beau soleil sur ce circuit de Catalogne, comme vous avez pu le voir, mais il y avait un ciel gris qui menaçait, donc une possible pluie était peut-être prévue. C'était ce que beaucoup de pilotes attendaient, notamment Fernando Alonso, qu'on a entendu plein de fois à la radio. Demander s'il allait pleuvoir ou pas. Il faisait limite une danse de la pluie, comme disaient les commentateurs. Et voilà, donc on se demande, tous les ingrédients ont l'air d'être là, il fait beau, il fait une vingtaine de degrés, tout est bien pour un bon Grand Prix. Et donc, on a ce départ de ce Grand Prix, et qu'a-t-il à dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, ça commence dès le premier tour. Ça commence dès le premier tour avec, dès le deuxième virage, Romain Grosjean qui part à la faute. Alors, il va sur le deuxième virage, donc juste après ce premier virage où vous êtes censé le prendre en quatrième, mais avec le trafic, avec une vitesse beaucoup plus réduite, et ayant des monoplaces devant lui, Romain Grosjean, eh bien, il essaie de s'écarter, et en s'écartant, eh bien, il roule sur la partie verte du circuit à cet endroit-là, donc sur ce deuxième virage, et en roulant sur cette partie verte, il essaie de réaccélérer pour regagner du temps, et il perd littéralement le contrôle de sa monoplace, et c'est complètement n'importe quoi. Romain Grosjean a réussi un crash complètement ahurissant. Alors il part en tête à queue en plein milieu du virage, alors qu'il y a encore des monoplaces qui sont en train de passer. Et au lieu de freiner, au lieu d'essayer un peu d'arrêter sa manœuvre, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à accélérer, donc du coup on se retrouve avec de la fumée, un gros panache de fumée blanche, et on voit plus rien, et à la fin, eh bien, Romain Grosjean finit par amener avec lui Pierre Gasly et Nico Hülkenberg, le pilote Renault et le pilote Toro Rosso, qui finissent par cogner la hase de Romain Grosjean. Donc là c'est un bordel sans nom au premier virage, encore une fois, encore un accident au premier tour, donc encore une fois on appelle la safety car juste après Bakou, donc voilà, on finit par être presque habitué. On a eu d'ailleurs un mauvais départ d'Alonso puisqu'il se retrouve derrière Carlos Sainz, il se retrouve 11ème, donc voilà, premier tour sous safety car, c'est le bordel. Romain Grosjean il a fait une erreur complètement, voilà, on va pas en parler, j'en parlerai dans mes flops, mais c'était évitable. Et donc on se retrouve donc encore une fois avec une safety car dès le premier tour. On se retrouve aussi avec Leclerc qui est 9ème, donc voilà, jusque là on se dit il y a quand même quelques petites surprises, mais c'est dommage qu'il y ait eu cet accident dès le premier tour. On se demande qu'est-ce qui va se passer ensuite. On a Stroll qui est déjà 12ème, donc qui a fait un très 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 bon départ, Lance Stroll, parti donc 19ème, donc voilà, il s'est échappé, il s'est envolé.
Et donc, au moment où on reprend la course, eh bien, on voit qu'il y a des batailles un peu partout. Alonso qui reprend la 10e place. Voilà, mais dans le soi, il n'y a rien qui ne change après la reprise, après le safety car. Donc, la tête de course eh bien, était telle qu'elle suivait. Donc, Hamilton, Bottas, Sébastien Vettel, Sébastien Vettel, puis Kimi Raikkonen. Enfin voilà, ça n'a pas trop changé. Je dirais même que c'était assez ennuyant parce que eh bien, on assistait à une procession tout simplement. Hein. Devant, les pilotes n'arrivaient pas eh bien, à se battre. Les Mercedes étaient devant tout à fait tranquillement. Il y avait pas de problème. Sébastien Vettel n'arrivait pas à suivre Valtteri Bottas. Donc voilà, on s'est dit bon, il va y avoir une procession. On attendait la série d'arrêts au stand et puis finalement Bottas s'arrête au tour 20, il s'en sort 7ème. Jusque là tout a l'air d'être bien, tout se passe plutôt pour le mieux du monde, il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est à un moment Kimi Raikkonen qui eh bien, est obligé d'abandonner sur sa monoplace, alors que le moteur il avait été remplacé il n'y a pas très longtemps. Il a été obligé d'abandonner et donc ça fait une position de perdu pour une Ferrari, ce qui fait le travail d'ailleurs de Red Bull, de Max Verstappen et de Daniel Ricciardo. Les deux Red Bull qui se sont retrouvés d'ailleurs en train de se battre, eh bien elles ont été très prudentes. Elles ne se sont plus battues comme elles l'ont fait à Bakou. Donc on suppose qu'il y a eu une vraie discussion entre les deux hommes de Red Bull et eh bien ils n'ont pas osé s'attaquer comme ils l'auraient fait. Donc voilà, il n'y a pas, comme je l'ai dit, hein, pas grand chose à dire sur ce Grand Prix. Quelques dépassements, quelques luttes pour la 9ème place. On a vu Alonso et Leclerc qui se sont battus vers la 9ème place, il me semble. Donc voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose à raconter euh, sur ce Grand Prix. On a eu l'abandon d'Esteban Ocon au tour 41. Donc sur explosion du moteur. Donc on s'est retrouvé finalement avec deux pilotes français hors de la course, ce qui est un peu triste puisque parmi les trois pilotes français engagés, on a Esteban Ocon et Romain Grosjean qui pouvaient marquer de gros points. Et Pierre Gasly qui pouvait être aux portes des points parce que lui aussi semblait avoir la possibilité de lutter pour la 10ème place. Voilà, après c'est dommage, mais c'est des choses qui arrivent en Formule 1. Donc voilà, après, ce sont une série d'arrêts au stand, voilà, mais il y a pas grand chose non plus à raconter sur ce plan-là, des jolis dépassements par-ci par-là, mais sans plus. On a Verstappen à un moment qui touche une Williams et qui perd un bout de son aileron avant lorsqu'il est troisième, alors il essaie de rattraper un retardataire, c'est Lance Stroll. Et il est trop pressé, Verstappen, et donc du coup, bah, il finit par toucher Lance Stroll. Il y a eu l'arrêt au stand de Sébastien Vettel, l'arrêt au stand de trop, mais comme vous avez certainement pu le savoir après, les pneus de Sébastien Vettel étaient très usés, et son arrêt au stand a été obligatoire, puisque s'il ne s'était pas arrêté au stand, eh bien, Vettel aurait souffert de ses pneus et il aurait pu finir encore plus bas. Donc voilà, il a fini quatrième Sébastien Vettel, donc derrière Max Verstappen qui bien sûr a profité de l'arrêt au stand de Sébastien Vettel pour lui rafler sa 3ème place. Donc on a eu l'abandon de Stoffel Van Dorn parce que voilà il y a des problèmes au niveau du moteur. Et puis sans cela, bah voilà c'est comment dire, mon avis sur cette course c'est que c'était une procession, donc pas grand chose à dire sur ce Grand Prix, donc très triste sur ce plan-là, parce que voilà, on voulait des dépassements, on voulait de l'action, puis finalement il n'y en a pas eu beaucoup. Une météo qui n'a pas voulu eh bien, nous donner de la pluie, ce qui aurait été franchement génial pour le spectacle et pour eh bien, avoir de la lutte en piste, puisque c'est cela qui nous manquait hein. Dans le Grand Prix, on a eu des difficultés à voir ça. Donc voilà, en plus c'était un Grand Prix spécial puisque c'était, il me semble, hein, le jour d'anniversaire de la Formule 1, puisque euh, ça a été annoncé hein, que la Formule 1 fêtait son anniversaire donc ce dimanche-là lors du Grand Prix d'Espagne. D'ailleurs, petite parenthèse, le premier Grand Prix de Formule 1 avait été remporté eh bien, par Alfa Romeo. C'était d'ailleurs un triplé. Et Alfa Romeo qui s'est retrouvé cette saison à participer eh bien, à un Grand Prix le jour d'anniversaire de la Formule 1. Donc voilà, un petit clin d'œil à Alfa Romeo qui eh bien, avait retrouvé la Formule 1. Donc on s'est retrouvé avec un doublé Mercedes, Verstappen sur le podium,
Au championnat, eh bien, ça permet, eh bien, à Mercedes, eh bien, de revenir finalement au premier plan, notamment à Lewis Hamilton qui redevient premier du championnat après un début de saison un peu mitigé, avec 95 points. Vettel donc est deuxième et qui paye aussi certaines fois les erreurs stratégiques, mais voilà, en soi on se retrouve donc avec un classement proche de l'année dernière, hein. Mercedes devant un Ferrari et puis Red Bull qui suit en troisième. On a Renault qui est cette fois-ci quatrième puisque McLaren chute en cinquième place. Et As, eh bien, n'a pas pu remonter plus suite aux erreurs de certains de ces pilotes. Donc voilà, ça sera tout pour ces débriefs de course, hein. Comme vous le savez, on n'a pas eu grand chose à raconter. Et maintenant, eh bien, on va passer aux tops et flops pour ce week-end de course du Grand Prix d'Espagne. Et donc, pour mes tops et flops, on va commencer par les tops habituellement. Et là, eh bien, on va commencer par donner mon top pour ce week-end de course. C'est Lewis Hamilton, le pilote britannique. Oui, il a été élu pilote du jour là aussi. Et bien voilà, pour moi, il mérite cette place dans le top parce qu'Hamilton, il a fait une bonne course. Il a commencé par un joli départ et puis ensuite, il a réussi à maîtriser pendant la grande partie de la course, eh bien, sa stratégie. Voilà, il a maîtrisé parfaitement de bout en bout ce Grand Prix. Il n'a pas eu de gros soucis face à Valtteri Bottas, même si on sait, hein, que dans les faits, Mercedes a aussi des consignes d'équipe vis-à-vis de Valtteri Bottas, puisqu'Hamilton c'est le pilote numéro 1 chez Mercedes, un peu comme Sébastien Vettel chez Ferrari. Donc voilà, Hamilton il a quand même géré cette course, et pour moi il me paraît logique de le mettre dans les tops de ce Grand Prix d'Espagne. Et ensuite en deuxième dans mes tops, eh bien, c'est Mercedes. Mercedes, ils ont signé un doublé en qualification, en première ligne, donc P1 et P2, et puis ensuite ils ont confirmé en course, P1 et P2, et donc pour moi ça me paraît tout à fait logique de les mettre dans mes tops, sachant qu'ils n'ont pas eu non plus de gros soucis du côté de chez Mercedes. Ils ont réussi à maîtriser de bout en bout ce Grand Prix, les deux pilotes Mercedes. La Mercedes semblait rapide, ça s'est vu en course. Et en plus de ça, elle est fiable, donc c'est pour moi l'un des points essentiels à retenir pour Mercedes. Et donc voilà, c'est pour cela que je les mets dans mes tops. Ensuite, en troisième dans mes tops, eh bien, je vais mettre Kevin Magnussen. Alors, vous êtes nombreux à vous demander, je pense, pourquoi est-ce que je mettrais Kevin Magnussen en top, sachant que Magnussen, il est énormément de fois rallié par les pilotes pour son extrême agressivité, notamment à Azerbaïdjan, face à Pierre Gasly. Eh bien, voilà. Même si j'avais pas mis Magnussen dans mes flops, Magnussen, il était quand même un pilote qui faisait des bonnes choses avec sa monoplace. Il a un pilotage assez rugueux, c'est vrai, à l'image un peu de Verstappen, mais Magnussen n'a pas créé de gros accidents comme Max Verstappen. Il n'a pas coûté des points à son écurie, contrairement aux mécaniciens de son écurie lors du Grand Prix d'Australie. Magnussen, il a été solide. Pour rappel, on a eu des pilotes rugueux en Formule 1, par exemple Ayrton Senna, qui avait été un pilote assez rugueux en son temps, hein. Si vous ne le connaissez pas et que vous êtes plus jeune, je vous invite à revoir des vidéos, notamment de certains accrochages entre Ayrton Senna et Alain Prost, et vous verrez, hein, Ayrton Senna était aussi un pilote rugueux. C'est d'ailleurs ce qui faisait partie de son pilotage. Il était très talentueux mais assez rugueux. Et donc voilà, Magnussen c'est un peu un pilote comme ça, un pilote rugueux. Et il a été très bon pour ce Grand Prix. Il a fini 6ème avec sa Haas. Donc c'est clairement pour moi un bon point pour lui. Il rapporte des points pour son écurie qui avait besoin de faire des points finalement. Il finit peut-être à un tour de retard du vainqueur Lewis Hamilton, mais il finit devant la Renault de Carlos Sainz qui est assez rapide. Et à mon avis, c'est un peu la position à laquelle devrait figurer As finalement en championnat, c'est-à-dire juste derrière Red Bull. Ferrari et McLaren, donc Ferrari et Mercedes, excusez-moi. Et donc voilà, le travail de Magnussen sur ce week-end a été positif. Lui qui s'était qualifié 7ème en qualification, il a même gagné une place grâce à l'abandon de Kimi Raikkonen. Donc voilà, il n'y a pas non plus d'énormément d'action au sein de ce Grand Prix. Il est temps pour moi de passer au flop pour ce Grand Prix d'Espagne. Et donc mes flops, eh bien, ils vont commencer par le plus gros flop de ce week-end, celui pour moi qui représente le plus gros flop et auquel j'ai attribué donc mes 3 points
qui le propulseront certainement parmi les plus gros flops jusqu'à présent, eh bien c'est Romain Grosjean. Romain Grosjean, le pilote français. Pourquoi? Parce que Romain Grosjean, il a fait énormément d'erreurs ce week-end de course en Espagne. Alors il avait fait une erreur en essai libre, on n'en a pas parlé en début de vidéo, mais c'est vrai, il avait fait une erreur en essai libre, il était sorti dans les graviers et du coup avait dû abandonner. Romain Grosjean, donc on s'était dit voilà, Romain Grosjean il a encore eu un souci de frein, mais finalement c'est pas vraiment les freins, donc voilà, c'était une erreur de pilotage de Romain Grosjean. Et puis là on arrive en qualification, Romain Grosjean semblait il était dixième, il avait été battu par son équipier d'un dixième, mais bon, il semblait dans le rythme, hein, mais il avait été battu par Carlos Sainz et Fernando Alonso qui sont des bons pilotes, et on peut pas lui reprocher grand chose, hein, parce qu'il a fini juste à un dixième de son coéquipier, même si c'est la 10e place. Et donc, voilà, on se dit en course, Romain Grosjean, il va participer, il va essayer de dépasser une Renault et une McLaren, parce que ça semble avoir le rythme. On a peut-être une bataille entre les deux As qui pourrait se profiler. Et puis finalement, dès le premier virage, dès le deuxième virage, pardon, Romain Grosjean part en tête à queue et il amène avec lui deux pilotes, donc Nico Hülkenberg et Pierre Gasly. Alors, il a été pénalisé, Romain Grosjean, de 3 places de pénalité sur la grille de départ à Monaco. Pourquoi? Bien parce que les commissaires de course, ils ont jugé que Romain Grosjean était fautif. Et il est fautif puisque lorsqu'il est en train de faire son virage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait mis ses pneus sur la partie la plus verte, en dehors de la chicane, donc la partie à l'extérieur du circuit, du tracé, et il avait perdu son arrière-train puisqu'il était en train d'accélérer en même temps. Et donc, au moment où il était en train de partir en tête à queue, il a décidé de réaccélérer, non pas pour se mettre au milieu de la piste, mais juste pour essayer de reprendre le contrôle de sa monoplace. Et finalement, il s'est complètement raté, puisqu'il s'est retrouvé au milieu de la piste en train de bloquer les autres. Et non seulement il bloquait les autres, mais en plus, le fait de réaccélérer, eh bien, il a commencé à faire surchauffer ses gommes, et du coup, ça crée de la fumée blanche, et ça a créé une sorte de brouillard. Et les pilotes derrière, ils n'ont rien pu voir. Certains ont réussi à s'en sortir indemnes, je pense notamment à Lance Stroll ou Fernando Alonso. Et puis d'autres, eh bien, ils ont fini par être attrapés par monsieur Crashman Romain Grosjean, qui a certainement le sceau d'approbation de notre ami Pastor Maldonado. Donc Pastor Maldonado approved. Et donc voilà, Romain Grosjean, il a été pénalisé parce qu'il a réaccéléré, il s'est retrouvé au milieu de la piste. Alors qu'il avait d'autres solutions, il aurait pu freiner à fond et contrebraquer, et du coup il se serait retrouvé en tête à queue peut-être en dehors de la piste, mais au moins il n'aurait pas créé de fumée, il aurait permis aux autres pilotes de le dépasser. Donc là, clairement, c'était un accident évitable, et voilà pourquoi moi je le mets dans mes plus gros flops, et ça va se ressentir certainement dans mon classement à moi des tops et flops à cette mi-saison. Donc voilà. En deuxième de mes flops, je vais mettre eh bien l'écurie Williams. Pour moi, la déchéance Williams, tout simplement, hein. Depuis le début de saison, ils sont très décevants. En qualification, ils étaient à 4 secondes, 3,8 et 4 secondes de la pole position, ce qui est beaucoup trop pour une écurie qui a été championne du monde il y a près de 20 ans. Une écurie qui a vu des pilotes devenir champions du monde comme Nigel Mansell, Alain Prost, qui a vu des champions du monde comme Ayrton Senna piloter pour elle. Et bien, voilà, finir comme ça, c'est triste pour une écurie comme Williams, battue par Sauber, battue par tout le monde finalement. Seulement Toro Rosso n'a pas réussi à battre Williams, mais Toro Rosso n'a pas pu participer avec Brendan Hartley. Donc voilà, Williams en course, il semblait avoir le rythme, hein. Ils ont fini, Lance Stroll a fini 11ème, mais il a profité des nombreux abandons dans ce Grand Prix. Il a profité du strike de Romain Grosjean, il a profité des abandons sur moteur de Raikkonen, Ocon et Van Doorn. Donc voilà, après on a Sergei Sirotkin qui a fini 14ème, donc bon dernier des pilotes qui étaient encore sur la piste. Donc voilà, c'est pas bon pour Williams, c'est pas bon, et donc pour ça je les mets encore dans mes flops, encore une fois, malheureusement. Mais c'est comme ça, et j'espère que Williams continuera de s'améliorer et trouvera finalement la lumière au bout du tunnel. Et en dernier dans mes flops, eh bien je vais mettre McLaren. Voilà, McLaren reçoivent mes derniers points de mes flops pour ce week-end de course. Pourquoi? Parce que McLaren nous avait parlé d'une spec B qui la rendrait beaucoup plus rapide et qui lui permettrait de lutter, en tout cas avec Red Bull, en course. Et puis là, finalement, ça n'a pas été le cas. Pour ceux qui ont regardé la course en qualification, McLaren s'est retrouvé à 6 dixièmes de la Red Bull. Alors c'est mieux que les qualifications précédentes pour McLaren, puisqu'il y a eu une Q3 grâce à Fernando Alonso,
et que Van Doorn s'est qualifié 11e, mais c'est toujours pas assez bon. C'est pas assez bon pour McLaren. Il semblait encore dans le besoin d'avoir un peu plus de vitesse et un peu plus. On attend un peu plus de McLaren. Euh, donc voilà, pour moi c'est pas encore bon et pour moi c'est un flop. Voilà, tout simplement c'est un flop. Ils ont un nouveau châssis qui n'a pas encore, ce châssis n'a pas prouvé finalement lors de ce Grand Prix qu'il était à la hauteur des espoirs de McLaren. Il y a une amélioration, mais c'est beaucoup trop léger et c'est en ce sens c'est pour ça que je les mets dans mes flops. Et malgré la 8ème place de Fernando Alonso, mais pour moi la 8ème place de Fernando Alonso se tient bien du fait du talent de Fernando Alonso tout simplement, puisque derrière lui il avait Sergio Pérez qui revenait comme une balle. Sergio Pérez, donc voilà, ça se tient au talent de Fernando Alonso, cette 8ème place. Pour moi McLaren mérite sa place dans les flops. Ce sera tout donc pour mes tops et flops. Mon classement n'est pas présenté aujourd'hui parce que voilà, déjà par manque de temps puisque cette vidéo commence à durer un peu trop longtemps, et puis parce que voilà, je préfère attendre la mi-saison pour établir mes classements des tops et flops et pour qu'on puisse en discuter dans une vidéo dédiée sur la mi-saison. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous dire, rendez-vous le 27 mai pour le Grand Prix de Monaco, donc la semaine du 27 mai. Petite précision avant de finir cette vidéo, le Grand Prix sera à suivre en France sur 2 chaînes différentes. Il s'agit donc du groupe Canal+, qui va diffuser les qualifications, les essais libres et la course sur Canal+, et Canal+ Sport pour les essais libres, et Canal+ décalé il me semble. Et pour la première fois depuis 2013, nous aurons la Formule 1 en clair sur TF1. Ça sera donc sur TF1 pour la course seulement, qui sera diffusée donc l'horaire habituel, il me semble que ce sera entre 14 et 15 heures sur TF1. Donc la première fois que la Formule 1 est diffusée en clair depuis 2013, donc c'est un moment historique. La Formule 1 qui sera diffusée sur TF1 à l'occasion de 4 Grands Prix cette année, puisque TF1 a acquis les droits de diffusion des Grands Prix donc de Monaco, du Grand Prix de France, du Grand Prix de Belgique et du Grand Prix du Canada, il me semble. Donc ça fait 4 Grands Prix, non, c'est pour 4 Grands Prix que TF1 a acquis les droits. Ensuite, la Formule 1 sera donc à retrouver sur la 2 en Belgique et sur les chaînes du groupe RTS pour les Suisses. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Salut à vous, c'était TG et à la prochaine sur Formula Wrestling. Ciao tout le monde, bis, bye.